Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story, interview avec Anthony Dazy. Anthony, c'est un étudiant que j'ai aussi rencontré pendant mon Erasmus à Turin. Et Anthony, je le vois un petit peu comme un étudiant qui s'est beaucoup remis en question. On a pas mal discuté sur ça et aussi au sens général de notre vie, quoi, en tant qu'ingénieur plus tard, futur ingénieur. Et Anthony, c'est quelqu'un qui, bah voilà, qui aime se challenger et qui aime un petit peu aller s'aventurer dans tous les chemins pour savoir, pour comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qu'il aimerait faire plus tard. Anthony, comment ça va aujourd'hui? Écoute Zéid, aujourd'hui ça va plutôt bien, même si à Turin il pleut quand même tous les jours depuis un mois, chose que je savais pas, mais Turin est une cuvette et il pleut plus qu'à Paris en fait, même si on est en Italie. Donc, et puis il m'est aussi arrivé un truc, c'est qu'on m'a crevé mes deux pneus de moto et j'ai passé toute la journée hier à essayer de réparer, à changer un des premiers pneus et je dois faire l'autre pneu, le pneu arrière demain, enfin ou après-demain, mais j'avais pas les outils pour le pneu avant et du coup c'était assez long. Mais sinon, ouais, ça va. Ah Globalement, ça ok. va. Et je t'ai écouté, tu m'as proposé de faire une interview et je me suis dit que voilà, ça se voit que t'as envie de te lancer dans une activité et je trouve que c'est important d'aider les personnes qui sont dans des activités parce qu'au début c'est toujours dur. Je dis bah pourquoi pas t'aider et ça m'aide aussi, hein. C'est pourquoi pas faire cette interview avec toi. Voilà, merci Zaid. Super, super Anthony, merci, merci pour pour ce petit message. Ça fait franchement, ça fait chaud au cœur. Et c'est vrai que pourtant, tu vois, on s'est pas tellement vu à Turin, mais la preuve, comme quoi ça veut rien dire. C'est, on a eu un bon feeling et bah voilà, on est resté en contact. Comme quoi, les gens qui nous regardent, le réseau, c'est pas forcément des gens, voilà, que vous construisez. Vous n'allez pas construire une amitié avec quelqu'un que vous allez voir 24-24. Ça peut être quelqu'un, voilà, que vous avez vu une fois, que vous avez passé un bon moment. Voilà, vous arrêtez pas sur ça. Anthony, est-ce que tu peux te présenter et ouais, nous expliquer un petit peu aussi, peut-être faire un petit lien avec la moto, expliquer un petit peu les gens pourquoi t'as une moto et tout, même si bon, en vrai ça veut rien dire, voilà quoi. Mais ouais, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Ok, alors pour me présenter rapidos, bon, moi je viens de Paris, je viens de la banlieue parisienne, des Hauts-de-Seine. Je viens d'une famille nombreuse, on est 9 dans ma famille. Voilà, j'ai vécu pendant 20 ans de ma vie dans une maison avec 9 personnes, et sans compter les amis, les frères et sœurs. Voilà, c'était toujours le spectacle chez moi, même pendant mes années de prépa. Donc voilà, j'ai fait après des études d'ingé. Je viens pas spécialement d'une famille qui a fait de grandes études, pas du tout. J'étais le premier à faire prépa, j'ai le premier à m'être investi dans cette démarche. Et après prépa, j'ai fait une grande école et puis ensuite j'ai fait un deuxième master, Polytechnique Turin. Autour de ça, enfin, mis à part les études, j'ai fait plutôt, j'étais, je suis assez sportif et je fais du judo en compétition pendant la prépa. Puis j'ai repris après en pôle, après la prépa, donc en grande école. En pôle, enfin, je me suis entraîné au pôle en fait. Et puis à Turin, après, j'ai encore repris dans des très bons clubs. J'essaye du moins. Et à part ça, je fais de la musique aussi. Je fais pas mal de musique. Je suis allé au conservatoire petit et après j'ai dû m'arrêter quand même avec l'âge. Mais voilà. Ok. Non, c'est très bien. C'est super. C'est super pour une première présentation. On voit qu'il y a un parcours, voilà, il y a pas mal de trucs. Et bah, il y a des choix à faire. Comme tu l'as dit, il y a des choix à faire. Et ces choix-là, je pense qu'ils vont aider les étudiants et étudiantes qui nous regardent. Est-ce que peut-être tu peux rentrer un peu plus en détail ouais, sur ton parcours scolaire et qu'est-ce qui a fait tes choix? Tu sais le pourquoi. Ok. Alors comme beaucoup d'élèves, enfin je pense d'élèves en tout cas à l'époque où j'étais en études en haut lycée, c'est vrai qu'on était assez fasciné par la filière scientifique. C'était quand même the filière. Et puis moi j'avais placé à cette époque-là les maths et la physique à un étage au-dessus. En plaçant du coup les maths avec un étage au-dessus, j'ai choisi de faire prépa, parce que voilà, j'avais quand même plutôt des bonnes notes dans ces matières-là. Hum, Et j'ai choisi absolument, je voulais absolument maths physique. Donc j'ai fait mes choix sur Parcoursup. J'avais eu Hoche en PC et j'ai quand même préféré prendre une maths physique.
à Fénelon, enfin Fénelon, lycée Fénelon. Aujourd'hui, à l'époque, j'étais persuadé que maths physique c'était The War Royal. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus modéré là-dessus. Et avec mes parents d'ailleurs, on en discute parfois. J'ai fait le mauvais choix. Il fallait prendre. C'est bien mieux d'avoir une filière un peu moins Ouais. prestigieuse, donc PC en l'occurrence, dans une grande prépa, parce que la prépa compte bien plus qu'on ne le pense, notamment sur la méthodologie. Et surtout si on n'est pas une famille qui avait déjà fait ce genre de parcours et qui donc peut nous apporter des conseils en méthodologie, parce que la méthodologie dans le prépa est très très importante. C'est bien mieux de prendre une prépa plus prestigieuse, parce que si elle est prestigieuse, c'est qu'il y a sûrement une raison à ça. Au-delà du fait que les élèves soient meilleurs, il y a une raison pédagogique. Et c'est mieux d'avoir une prépa plus prestigieuse avec une filière donc moins renommée qu'une prépa moins prestigieuse avec une filière plus renommée. C'est même complètement contre-productif. Donc moi je fais l'erreur de faire MP. Même si en maths, finalement en maths physique, j'étais à la fin, je m'en sortais très bien. J'aurais pu avoir de meilleures écoles en faisant PC, c'est évident. Ok. Et je reviendrai dessus plus tard. Ensuite, après, donc j'ai fait maths physique j'ai fait 5 demi, donc j'ai fait 3 ans. J'ai fait 2 ans de prépa maths physique, c'est pas très bien passé. Même si la première année, j'étais censé aller en MP étoile. Et puis à la fin de l'année, en fait, j'avais pas la bonne méthode. Et donc je suis descendu dans les classements, et je suis passé en MP. Puis j'ai fait une deuxième année de prépa MP, c'était encore pire. Ok. En gros, j'avais tendance à faire que leur programme. En maths physique, je me débrouillais, bien sûr que je me débrouillais, mais le problème c'est que c'était plutôt les langues, le français, où j'avais au concours, c'est simple, hein, j'ai eu 1. Ah ouais. En anglais, Ouais. et en français j'ai eu 2. Donc j'ai dû Ok. refaire une troisième année, et où pendant cet été-là, j'ai tout restructuré dans ma tête, j'ai tout refait de A à Z. Et j'ai aussi pointé du doigt pourquoi, au-delà de la méthode, pourquoi j'arrivais pas bien à apprendre, parce que je me suis rendu compte que je passais vraiment beaucoup de temps à ruminer, à pas être efficace. Et après, finalement, j'ai compris. En gros, personnellement, c'est que forcément, il y avait la solitude qui comptait beaucoup. Il y avait le sport. Il y avait plusieurs composantes en fait que j'ai pointé du doigt et que j'ai réglé en un an. Et en un an, pour faire simple, j'ai eu quasiment aucune école en deuxième année. Et en troisième année, j'avais quasiment super héros. Voilà, pour faire simple. Par rapport Ok. à la que j'ai faite. Et donc j'ai pointé du doigt les problèmes, qui étaient donc la solitude, le sport, et aussi le fait que je perdais quand même mes cheveux. Et ça me rendait fou. En fait, je me rendais pas compte, mais quand tu perds tes cheveux, ça tombe sur ta feuille blanche, et en fait, ça te déconcentre tout le temps. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rasé mon crâne, et puis le matin, je faisais du sport. Et je me suis trouvé un binôme de travail en 5,5, même si donc j'ai continué, j'étais quand même en MP. Donc qui est quand même, tu vois, c'est un départ un peu dur parce que tu sais pas du tout ce que tu vas faire. Tu refais encore une année de ta vie, t'es en MP, t'es pas dans une prépa très, très, très cotée. Est-ce que tu peux vraiment avoir une grande école? Mhm. Je te dis, les stats, c'était 0,5%. Voilà, il y en avait un tous les 5 ans qui allait. Donc, pour te dire, j'étais pas. Je me leurrais plutôt un peu de croire que j'allais avoir une grande école, c'était un peu un leurre, voilà. Mais dans tous les cas, pas grave, j'ai foncé. Je me suis dit, c'est bon, là j'ai ma méthode, j'ai tout fait pendant l'été. Et après, la 5,5, ça s'est très très bien passé. J'ai eu malheureusement des mauvaises notes en français, ce qui m'a valu les meilleures écoles. Mais en global, je vais pas pas montrer mes notes, mais en gros à mine, j'avais globalement 15 de moyenne, puis je me suis tapé un 4,5 en français qui a fait que bon, j'avais des grandes mines en bas, j'ai pas eu au-dessus. J'ai eu quand même les grandes mines. Et c'était une année où il n'y avait pas les euros aussi, donc ça joue beaucoup. Et il y avait le gros malus de 5,5. Et à Centrale, pareil, en sciences d'ingénieur, en maths, enfin en physique. En sciences d'ingénieur, en physique, j'étais quasiment dans les 100 premiers. Dans les 100 premiers. Et, en maths et tout, j'étais dans le premier quartile. Puis ensuite, pareil, en français. Et voilà, j'ai quand même fait l'erreur de. J'avais révisé plus le français que la physique. Et finalement, le français, ça. Enfin, est-ce que c'est. Pour moi, je trouve que c'est même pas une erreur de mon ressort parce que je trouve que le français est complètement surcoté en pas. Mais voilà, il faut. C'est important de travailler cette matière et du coup, ça m'a valu les meilleures des écoles. Et j'ai fini donc à Centrale Lille, 0 Très bonne école. Très bonne école. Enfin, Le classement, oui. Oui, après, ouais, franchement, j'ai bien aimé mon expérience à Centrale Lille, surtout le logement. Après, t'as tellement de manières de rentrer dans une école, tu te rends compte que le niveau est hétérogène en fait. Hétérogène. Après, aujourd'hui, j'ai quand même plus de. À l'entrée, c'est ce que je trouvais. Quand je suis arrivé à Centrale, c'était mon ressenti, c'était que j'avais l'impression de d'avoir fait une prépa hyper compliquée,
pour finalement être en compétition avec des gens qui sont vraiment très intelligents. Les personnes les plus intelligentes de ma vie étaient en première année en prépa maths physique, fini à l'X. Tu regardes des personnes qui finissent à l'X en faisant d'autres parcours, c'est pas la même chose que ceux qui font maths physique. Tu vois. C'est compliqué, hein, bien sûr, sans critiquer, mais c'est un constat. C'est un constat qui mérite d'être pris en considération quand tu es en terminale, je pense, parce qu'on ne te le dit pas spécialement. Et je me suis dit, bah ouais, je me suis un peu fait avoir, ouais, j'aurais pu faire une autre prépa, potentiellement le prendre avec moins à cœur, cette prépa-là, tu vois, plus pour privilégier les relations sociales, le sport, ce qui, en fait, par un phénomène d'engrenage, j'aurais réussi bien mieux, ou j'aurais simplifié ma vie en tout cas. Mais en tout cas, oui, j'étais quand même bien content, c'était une délivrance d'entrer dans une grande école, c'est un peu ridicule de dire ça, mais voilà, à cette époque-là, j'étais vraiment dans l'optique d'avoir une grande école, et que si je refaisais une autre année, c'était pas pour avoir une école, pour ne pas avoir une centrale ou une mine, j'avais vraiment c'est vrai, cet état d'esprit, qui est un état d'esprit très commun en prépa d'ailleurs. Ouais, la niaque, hein. Donc oui, Ouais, ça a c'est été ça. une délivrance. Mm. Ça, et après 2-3 années d'école, de grande école, j'ai eu un peu plus de recul et j'ai bien compris que la grande école, c'est pas. En fait, globalement, c'est juste, ça peut être un tremplin, mais c'est ridicule de penser comme ça. Voilà, Ouais, je préfère le dire dès maintenant, c'est ridicule de penser comme ça et que globalement, ce qui compte, c'est ce que tu fais après. Que la grande école, ça peut être un tremplin pour les liens, pour le réseau, évidemment, ouais, et pour de te pousser. Parce que mm, si tu traînes avec des gens qui sont entreprenants, c'est ça, qui ont une niaque, être amené à avoir la niaque. Mais c'est par ça. exemple, ça veut pas forcément dire que si tu fais Centre Paris ou si tu fais une école, on rigolait sur l'école du bois, mais si tu fais l'école du bois par exemple, ça veut pas du tout dire que un avenir qui sera moins bien, ou enfin de toute façon c'est une conception très relative, que, que celui qui a fait Centre Paris, c'est pas vrai, ce qui compte c'est ce que tu fais, c'est le concret, c'est le réel. Donc voilà, les écoles ça joue sur le réseau et sur cette propension à agir. Voilà, parce que tout le monde agit autour de toi, du coup tu serais prêt à agir. J'ai remarqué à Central Lille par exemple, c'était que cette propension était si présente que ça. Même si l'école avait une grosse renommée, les gens qui entreprenaient, il y avait des gens qui entreprenaient, mais c'était pas assez mis en avant, et il n'y avait pas assez de, comparé à Central Paris ou à l'X, il n'y avait pas assez de mise en place de dispositifs pour inciter les jeunes à rentrer dans le monde du travail. C'était vraiment une optique un peu, tu sais, comme dans les. C'est un entre-deux, quoi. On a beaucoup qui font la fête, on a beaucoup qui sont investis dans les associations, tout ça, et finalement, moi, avec le temps, j'ai compris que c'était une très mauvaise chose d'inciter que sur ça, plutôt que de montrer et quel est le véritable aspect du travail. Voilà. Ok, franchement c'est parfait. Tu nous as fait un petit détail sur tout, sur tous les points marquants là, les points marquants de ton parcours. J'aimerais reprendre de la partie prépa parce que c'est là où en post-bac les étudiants vont arriver et après on entrera peut-être un peu plus dans les détails sur la partie école. Mais tu nous as bien vulgarisé ça et surtout rapidement. Merci d'avoir été concis, Anthony. Sur la partie prépa, là t'as dit beaucoup de choses importantes et j'ai reconnu des potes à moi qui sont en prépa dans tes propos. Et notamment quand t'as dit quelque chose, c'était sur la partie, tu sais, français, la partie lettres. Il y en a plein, ils arrivent, ils ont pas le niveau. Ils ont pas le niveau parce que bah, forcément, le lycée dans lequel tu venais avant, ou alors quand on est jeune, mais on s'en fout concrètement parce que j'ai l'impression qu'en France, on nous dit ça sert à rien d'avoir des bonnes notes en sport. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir des bonnes notes en sport? Ça sert à rien d'avoir des bonnes notes en français. Qu'est-ce que tu vas faire avec des bonnes notes en français? Tu vois, on nous dit tu vas aller dans les sciences, Ouais, non. tu focuses les maths, au pire, ça rattrape tout, tu vois. On était tellement, je me rappelle, dans cette mentalité-là, collège, lycée. De toute façon, même les profs te le disaient. C'est limite, c'est même les profs te le disaient. Et après, ouais, une fois que tu arrives en prépa, tu vois les banques d'épreuves pour les écoles les plus prestigieuses. Qui, au final, voilà, c'est bien que tu aies remis tout ça en question à la fin. Il y a un gros débat sur ça. Mais ouais, là, les notes en langue et en lettres, Un débat sur ça. ouais, ça a un coef de fou. Donc sur ça, ouais, Mais aberrant. ouais, non, c'est aberrant. Je veux bien que tu rentres peut-être un peu dans les détails si tu penses qu'il y a des trucs que t'as pas dit sur qu'est-ce qui t'a fait rendre compte en été, qu'est-ce que t'as fait concrètement pour faire ces choix-là, parce que tu sais,
quand tu es étudiant, que tu fais du sport, on va dire, vas-y, tu faisais du sport à haut niveau, voilà, c'était hyper important pour toi. Même moi, je fais du sport. Si j'arrête le sport, concrètement, je vois pas comment je peux continuer mes études ou ce que j'entreprends, parce que c'est ce qui nous donne aussi, tu vois, la niaque, l'endurance, quoi, qui nous permet, voilà, d'avoir du stamina. Je sais pas comment je pourrais dire ça, mais j'essaierai. Ouais. Voilà, on se comprend. Et ouais, qu'est-ce qui t'a permis de te rendre compte que tu prenais les bonnes décisions et quelles décisions t'as pris? Par exemple, supprimer le sport 3 fois par semaine, mais plutôt 1 fois par semaine. Faire ci, faire ça. Qu'est-ce qui t'a permis de te rendre compte? C'était quoi les indicateurs? Tu vois? Parce qu'en été, c'est dur de se rendre compte avec la rentrée et tout. Comment t'as fait ça sur le long terme, tu vois, sur une année, s'il te plaît? Ce que j'ai fait, alors, pour faire simple, les premières années, les première et deuxième année, j'ai globalement arrêté le sport. Et j'en faisais, en fait, à chaque fois, je refaisais de la muscu pendant les vacances. Il y avait 2 semaines de vacances, et donc à chaque fois, je revenais gonflé à la fin des 2 semaines, et puis je redevenais tout maigre. Et je mangeais comme un fou. En prépa, tu manges comme un fou, et j'étais quand même maigre. Ok. Enfin, maigre, non, c'est pas le mot, mais voilà, j'étais pas spécialement. C'est pas du tout gros, quoi. La Et puis génétique. après, à chaque vacances, voilà, je faisais. Non, mais c'est parce qu'en prépa, tu consommes tellement, tu réfléchis toute la journée, que en fait, je me rappelle, j'achetais un paquet de Kinder par jour, hein. Un paquet de Kinder tous les soirs, tellement je consommais du sucre, Ah là pour là te là. dire. Et puis, j'étais pas le seul. Voilà, j'étais pas le seul. C'est un petit détail, petite anecdote. Je te crois. Et les résultats du concours tombent, et c'est vrai que c'était complètement. Enfin, au bout d'un moment, le problème de la prépa, et moi, c'était plutôt mon problème un peu en général, c'était l'effet tunnel. C'est que t'es dans ton truc, et tu te rends pas compte que la prépa, c'est pas une prépa. La prépa, c'est pour faire des concours. Et grosse erreur de ma part, j'ai pas regardé les concours, j'ai pas regardé les sujets dès la première année. Ce que je veux faire, à quoi ressemble un sujet, quel est l'objectif, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais prépa. Donc quel est l'objet. Et ça, je l'ai pas compris. Moi, j'étais juste en train de faire des maths, j'adorais les maths, j'adorais la physique, je faisais plein d'exos de ce genre-là. Et même, j'étais passionné par les symboles, par la manière de raisonner. Donc finalement, je pouvais vraiment avoir des très bons raisonnements. Et je faisais que du programme, et finalement, j'étais pas dans le truc. Puis même si en maths, en physique ça se passait bien, je pouvais perdre tout le point sur de l'anglais ou du français, bref. Je me suis dit il faut se restructurer parce qu'au bout d'un moment faut arrêter les conneries. Et donc ouais, cet été arrive, je reprends le sport, et c'est vrai que je me rends compte d'un truc. Déjà, bon, je me rends compte, donc ouais, l'histoire des cheveux, je me dis, pas de la tête, on va en parler, ça me reste tout le temps dans la tête. Quand t'as une idée qui te trotte dans la tête comme ça, Ouais. plus globalement, moi c'était les cheveux, mais ça peut être plein de trucs. Surtout qu'en plus mes potes m'aidaient pas avec ça. Il faut gérer le problème, il faut le casser. Parce qu'une idée qui trotte comme ça dans ta tête, ça va t'empêcher. C'est vraiment un burden, un poids à la concentration. Tu vois, une enclave à la concentration. Et il faut absolument t'en détacher. Donc moi c'était ce premier point là. Le deuxième point, donc le sport, c'est vrai que je m'étais rendu compte que en fait je surcotais pas. Globalement les concours par ENS et Polytechnique, c'est pas si. C'est dur, hein, c'est dur. Mais j'ai travaillé toute la journée, je peux tout à fait concilier avec du sport. Ça, c'est pas. Il n'y a pas mort d'homme de faire 1 heure de sport par jour en fait. Loin de là, 1 heure et demie, de caler 1 heure et demie par jour, ça peut paraître énorme pour certains. Quand t'es dans prépa, ça va te paraître énorme de dire putain 1 heure et demie, putain si je faisais tous les jours 1 heure et demie de français en plus, t'imagines? En fait pas du tout, c'est pas vrai. Ouais. Ouais, parce que des concours ça se joue sur 2-3 heures d'examen. Et et t'as clairement pas tout qui tombe de un. Et de 2, c'est pas en faisant 1 heure de plus par jour d'une certaine matière, à part peut-être la chimie, mais enfin bref, ça, t'as des matières, bien sûr, il faut les caler. Mais je veux dire, c'est pas en faisant 1 heure de plus de maths par jour que ça va changer ta vie. Loin de là. Par contre, le sport, ouais, je m'étais pas rendu compte, mais c'est surtout passé en fait. J'avais repris un peu le sport pendant la troisième année, c'est vrai, un petit peu, pas 1 heure par jour. Mais par contre, après, le Covid est arrivé. Et pendant le Covid, là j'ai pété un câble et je faisais 1 heure, 2 heures par jour. Et en fait, c'est pendant cette période de Covid, donc qui a duré 2-3 mois pré-cours, où on n'avait plus cours en présentiel. J'ai complètement explosé. Parce que j'ai enchaîné les examens et les sujets. J'ai fait que des sujets, je faisais plus de cours. Et j'étais hyper efficace. Il n'y a pas à dire. Donc c'est pour ça que je parle du sport. Parce que finalement, si je pense que si j'avais fait ça dès le début de ma troisième année, je pense que j'aurais même encore eu des meilleurs résultats. Ok. Le troisième point, c'était la méthode, bien sûr. La méthode, ouais. J'ai surtout travaillé pendant les vacances, pas sur le sport, pas sur cette histoire de sport, c'était plutôt pendant le Covid, mais plutôt sur la méthode.
Et ça, j'insiste. D'ailleurs, je suis en train d'entraîner ma sœur un peu là-dessus. Voilà, là, elle va faire prépa et je l'entraîne là-dessus. Je pense qu'en termes, c'est en terminale, faire des maths ou de la physique, ça sert à rien. Parce qu'en fait, globalement, ton programme de terminale, c'est ça. Ouais, Ça, c'est notre prof de prépa qui nous l'avait dit. Quand ton programme de maths, c'est ça. Tu vois? Genre ça. Et ce que tu apprends, ça, tu peux l'apprendre en prépa, tu vas l'apprendre en 2 semaines. Donc en fait, ça sert à rien d'essayer de finir le programme de terminale en avance. Enfin, si, ça peut servir, mais je veux dire, d'essayer de t'avancer sur le programme de terminale en maths ou en physique, c'est pas. Je pense pas que ce soit si pertinent que ça. Ce qui va servir, par contre, c'est de t'avancer sur les anglais, sur le français et sur la méthode, sur la manière de travailler, sur comment tu apprends ton cours et comment tu envisages de réussir. Pourquoi tu fais la prépa? Pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? ok. Euh, et sur cette méthode, ouais, j'ai vraiment travaillé pendant les vacances. En fait, j'ai pris toutes mes connaissances accumulées sur 2 ans et j'en ai fait un résumé. Et je me suis dit, bon, ok, là, ça allait pas parce qu'il y avait ça. En fait, tous les problèmes, j'ai essayé de trouver une solution. J'avais bien compris que la chimie, que les petites matières français, anglais, petites, qui en fait sont pas si petites que ça, mais à mine, faut être bon partout. Par exemple, en Eh chimie, oui. en info, faut être bon parce qu'il y a des concours de chimie et d'info. Et si tu veux les meilleurs, ça pardonne. Il faut vraiment pas d'erreur. Et bah, je me suis dit, problème, j'avais plusieurs problèmes. Le premier, c'était que la sup, j'étais pas assez au point dessus. Quand tu es dans l'aspect, tu fais que de l'aspect et finalement la sup, tu l'oublies. J'avais un autre problème, c'est que la chimie, bref, j'étais pas encore au point. L'info, j'étais pas au point. J'avais aussi tendance à trop m'attarder sur des sujets qui finalement n'en valaient pas la peine. Donc je me suis dit, ok, là je vais faire un programme, je suis mes heures, comme ça. Et je place des heures un peu sur toutes les matières pour être sûr d'être au point sur toutes les matières. Et bien sûr, je place des heures aussi très important le week-end. En gros, je faisais des mises en situation, très important, sur ce que tu fais pas en prépa. Tu fais que ça sur les DS, donc t'en as une fois par semaine, mais c'est pas assez. Parce que tu fais un DS sur une matière par semaine. Mais en fait, idéalement, il faudrait déjà commencer les DS en deuxième année, dès le début de l'année, sur chaque matière. Il faudrait être capable de faire plus de 2-3 matières, d'avoir un peu vu tous les types de sujets avant même la moitié de l'année, en fait, avant même la moitié de l'aspect. Voilà, ce que j'avais donc tous les week-ends, je me faisais au-delà des DS qui étaient imposés par mon école, moi je me faisais 2-3 côtés sur d'autres sujets. Ok. Non, franchement, c'est hyper clair. Là, ta méthode, du coup, c'était pas plutôt supprimer le sport pour. En fait, supprimer le sport, c'est ce que tu avais déjà fait en première et en deuxième année, mais c'était plutôt l'inverse, c'était reprendre le sport. Et même moi, je me rappelle, de mon côté, je suis passé par un IUT, donc pareil, c'est une voie d'accès parallèle, comme tu l'as dit tout à l'heure, à Central League, il doit y avoir des mecs qui sont rentrés après des DUT, c'est vraiment, ça veut tout et rien dire, quoi. La prépa, c'est pas la voie royale comme on nous dit. Du coup, ouais, niveau sport, moi, je me rappelle, je m'étais mis en tête les profs, ce qu'ils te disaient, et en fait, moi, j'avais eu un gros problème. L'anecdote, c'est que moi, en première, j'avais des bonnes notes, et en terminale, en fait, moi, j'ai perdu du poids. Je suis un ancien obèse, donc j'ai perdu du poids. Entre ma première et ma terminale, donc j'étais en mode juste j'ai fondu. Et après, je me suis dit en terminale, enfin, c'est un pote qui se reconnaîtra dans la vidéo, qui m'a dit viens, on s'inscrit à la salle. On s'est inscrit à la salle et là, ça y est, c'est fini. Comme tu as dit, tu commences à manger et tout, tu prends de la masse musculaire, tu peux plus t'arrêter. Donc j'avais un rythme de fou, mais en fait, j'étais plus à la salle qu'en cours. Donc à la fin, mes notes avaient chuté en terminale, j'avais plus du tout accès au prépa et tout. Mais c'est là du coup que je me suis dit, quand tu rentres dans un extrême, forcément tu te dis, ok, il faut que j'arrête totalement de sport. Tu sais, tu vois pas l'entre-deux pour réussir, il faut que je fasse ça. Non, tu te dis, ah, le sport, ça m'a fait ça. Moi, ça m'avait marqué parce que ça m'avait empêché d'accéder au prépa. Je me suis dit, c'est à cause de ça, je vais pas avoir d'école d'ingé. Du coup, je me suis dit au début de mon IUT, je vais pas faire de sport, ou je vais faire beaucoup moins de sport, ou plus du tout de muscu, mais que du cardio. Et en fait, c'était pas la bonne solution. Il fallait toujours garder quelques séances à la semaine. Donc, je suis d'accord avec toi sur ça. Toujours garder au moins, allez, 2, 3 séances par semaine. Et après, ça dépend de la taille de vos séances. Mais je pense qu'il vaut mieux en faire plus et des plus courtes. Comme ça, vous êtes régulier et votre corps, il perd pas le rythme. Franchement, c'était super, super bien décrit. J'espère que les gens qui s'apprêtent à rentrer en prépa ou qui sont déjà en prépa entre première, deuxième ou encore après en 5 demi, qui se remettent en question et qui cherchent des solutions, bah, trouver là où sont les problèmes
pour ensuite pouvoir y remédier. Merci Anthony. Du coup, arrivé au concours, donc tu as réussi à avoir Centrale Lille, nickel. Ton arrivée à Centrale Lille, tu nous l'as très bien décrit. Est-ce que tu peux plutôt rentrer dans les détails sur qu'est-ce qui t'a déçu et qu'est-ce qui t'a le plus plu à Centrale Lille dans ton expérience? L'arrivée en centrale, comment je l'ai vécu? Bon, comme j'ai dit, j'étais super heureux parce que moi j'étais dans une sorte de, dans un cas de figure où j'ai fait une troisième année. Franchement, je ne savais pas où j'allais finir. Je ne savais pas parce que la deuxième année, les résultats étaient catastrophiques. J'avais eu les dernières des CCP, j'avais à cause de l'anglais et du français, hein, je peux préciser, c'est pas que le maths physique. Mais donc ouais, le fait que j'ai une grande école comme ça, c'était quelque chose de génial parce que même au niveau des stats, ça collait pas aux stats. J'avais une centrale Lyon, une centrale Lille, c'était vraiment une très bonne performance par rapport aux stats parce que voilà, je m'étais retrouvé dans une prépa où on n'entraînait pas du tout là-dessus et du coup ça je l'ai pas précisé, mais je devenais de mon côté. Je me faisais souvent engueuler par mes profs, réprimandés parce que je ne suivais pas les cours, mais je savais pertinemment qu'en suivant ces cours-là, j'allais pas finir où est-ce que je visais. Donc, du coup, j'avais adopté certaines techniques que je pouvais réviser, ce que mon propre programme en cours, sans trop me faire choper. Voilà, c'était un peu cette histoire-là, un peu ridicule si tu veux. Je critique pas la prépa, hein, bien sûr, c'était ma faute, c'est moi qui me suis retrouvé là. Mais donc voilà, c'était une révélation parce que je me suis retrouvé dans une grande école en ayant fait une préparation, en ayant été dans un cursus pas du tout calibré pour. Donc j'ai un peu fait un concours, j'ai un peu fait candidat libre en fait finalement. Je vais pas le cacher, j'ai pas du tout suivi les cours, je faisais les DS, mais je faisais tout de mon côté. Ça a été une révélation et sur ça je pouvais pas me plaindre. Et ceux qui venaient de Louis le Grand et tout ça qui étaient un peu déçus, j'imagine, qui s'attendaient à avoir un peu mieux, mais tout est relatif. Tout est relatif et moi j'étais super heureux. J'étais super heureux, puis donc j'arrive. L'entrée est sympa. Franchement, le cadre de Centrale Lille, j'ai adoré. Surtout les résidences étudiantes, t'as une résidence, elle est bien, elle est propre. C'est très adapté, adapté pour les étudiants. Il y a un bon pôle sportif, il y a un bon pôle. C'est très bien desservi aussi. Donc rien à dire là-dessus. Et puis voilà. Tu sens clairement que ça va être les vacances. On va pas se Ok. cacher. Et c'est vrai que t'as un peu envie que ce soit les vacances, mais voilà, t'as le way, au-delà du. Enfin, moi c'était le Covid, donc c'était moins drôle. Le way c'est pas passé, mais on avait tous les masques. Enfin bref, en théorie, oui, tu sens que t'es libéré, euh, et que ça va être une autre manière d'apprendre. Ça va pas du, Ok. du tout être la même manière qu'en prépa. Tu sens que ça va être beaucoup plus du travail de groupe, travail euh, peut-être bâclé, je dirais pas bâclé, mais où t'es moins pointilleux sur ce que tu fais, t'as moins besoin des théorèmes, de faire des démonstrations, tu utilises juste des résultats déjà tout préconçus, des examens pour faire tes sujets. Et en plus, et c'est vrai que j'ai trouvé un peu le premier mois à Centrale Lille ou à Centrale, parce que c'est tous le même cursus, un peu long, tu vois. Et aussi, il y avait aussi un point que j'aimerais souligner, t'avais toute cette petite hype entre ouais, est-ce que Centrale Lyon, Centrale Nantes, je sais pas quoi. Finalement, je vous dis, enfin, je dis déjà la réponse, il n'y a pas de changement. À part Centrale Paris, ça change rien du tout. Tu sais, ça, c'était un peu le sujet. Ouais, putain, je sais pas si je refais une 5,5 parce que une meilleure école. Bref, Ok. ça, ça n'a pas de sens. Donc, t'apprends à relativiser, ouais, en fait, sur ce mois-là, sur ces 2 mois-là. Mais ce que je pointe du doigt, c'est ouais, c'est un peu. Ce mois-là était un peu long, les premiers 2 mois, parce que peu des activités, je trouvais pas trop le but. D'activités du style la fresque du climat, un peu bateau. Ok. Et je pense que ça aurait été plus intelligent au-delà de nous faire ce genre d'activités pour essayer de créer une communauté. Tu vois, parce que le but c'était juste de se rencontrer entre nous, tu vois. Intégration, ouais. Ça aurait pu être, ça peut être intelligent. Ouais, ça peut être bien sûr, mais le but je pense que ça aurait été plutôt de nous présenter, de vraiment nous inciter, nous présenter le monde du travail dès le début, nous mettre dans ce monde-là et de nous dire bon la prépa c'est fini, vous avez passé vos concours, vous avez passé cette première année de licence, parce qu'il y en a qui venaient de licence, tout ça. Maintenant il faut changer, il faut switcher le mode, il faut changer de mode, et il faut se préparer au monde du travail qui est complètement une autre manière de fonctionner. Et j'aurais aimé qu'on te présente tu vois, un peu les méthodes à avoir et ce que tu vises et ce que tu devrais viser, dans quoi tu devrais t'investir à ce moment-là, tu vois, parce qu'en fait non, c'est pas ça qu'on te présente, on te fait un peu des activités comme tu dis basiques, et aussi on t'incite un peu à boire, c'est un peu la fête, tout ça, et
moi je suis pas du tout un grand buveur, tu vois, donc bref, et pas trop social. Et j'aurais aimé qu'on pointe plus sur ces aspects-là, de juste faire une sorte de semblant de vacances pendant ces 2 mois-là. Après, c'était pas les vacances, hein. Par contre, c'était plus le cas après. C'était juste les 2 premiers mois. Mais je pense ils auraient pu changer un peu leur approche, Ok. faire une approche un peu plus de présentation du monde du travail, une approche un peu plus pédagogique sur ce à quoi on aspire par la suite. Ok. T'as réussi à y trouver ton chemin au final, plus ou moins, parce que t'as vu, t'avais une mentalité, on va pas dire différente, ou je sais pas moi, qui sortait du lot par rapport à tout ça, mais toi, quand t'as vu arriver tout ça, là, ces 2 mois d'intégration, en plus avec le Covid, ça aide pas. Est-ce que au final, avec les choix que t'as fait, t'as fait plusieurs diplômes en parallèle de Centrale Lille. Est-ce que les choix que t'as fait, ça t'a convaincu? Tu penses que t'as fait un bon compromis et au final, ça a valu le coup? Ou est-ce que t'as des regrets? Moi, pour le coup, j'ai plutôt des regrets, je Ok, t'avoue. Peut-être qu'on a qui diront que les choix sont toujours les meilleurs. Il y a un adage assez connu qui dit que le destin fait bien les choses. Je pense qu'aujourd'hui, le destin fasse bien les choses, je pense que c'est toi qui crée ton destin et que ça demande du pragmatisme, de la subtilité et de la stratégie. Je l'avais pas en première année. Moi, j'ai fait quoi? Je me suis dit j'étais encore dans cette optique prépa, enfin, après 4 ans encore, j'imagine. Et je me suis dit, ok, il proposait une licence en parallèle de maths. Et bah, qu'est-ce que je fais? Je fais la licence en parallèle de maths. Hop, je me fais la licence en parallèle de maths. Et pire que ça, au lieu de me concentrer sur mes cours de centrale que je trouvais un peu vaches, je me concentre plus sur la licence parce que je rappelle que j'ai Covid, donc on pouvait pas sortir, il n'y avait pas tout ça, j'avais pas de, t'avais pas de temps à perdre en fait, enfin de temps à perdre, qui n'est pas du temps perdu finalement, pour sociabiliser avec les autres et tout, on était tous confinés. Donc voilà, moi je fais ma licence de maths, j'ai des très bonnes notes en licence de maths, j'ai fait 20 en algèbre, sur 20 de moyenne. Bref, voilà, pour te dire que en fait, j'avais vraiment tryhard cette licence en ok, parallèle de mes études à Centrale. À la fin, spoiler, et ben je redouble Centrale. Je redouble Centrale redoubler, parce qu'en gros, toutes les matières un peu bateau, t'avais un truc qui s'appelait le MOOC. Rendu fou ça, le MOOC. T'avais une autre matière que je devais rattraper parce que voilà, j'étais pas allé en cours, parce que c'était le Covid et on n'était pas obligé. on se Et le comprend. rattrapage, je l'ai loupé parce que les examens de licence se passaient en même temps que ce rattrapage. Du coup, j'étais pas trop au courant en fait. Je me suis dit que c'est impossible de redoubler, tu vois, que tout était fait. Donc je suis pas allé aux examens, mais ça c'est vraiment une connerie de ma part, hein. Je suis pas allé aux examens et bah du coup je reçois un mail comme quoi je redouble un truc de fou, je comprenais pas. Ça me paraissait complètement improbable parce qu'en maths physique à Centrale j'étais vraiment dans les premiers quoi. Mais quand même, on me dit ouais non, tu peux pas passer. Tu peux pas passer parce que le MOOC, qui est un outil de gestion de projet, tu l'as pas validé. L'autre rattrapage, j'y ai pas allé, donc ça faisait plus de 10 matières. Ça faisait 2 matières et ils voulaient pas. Ils voulaient Ok, pas me faire passer. Je pense que, ouais, je vais pas dire mon mot là-dessus, mais ça, je trouve que c'est vraiment le système scolaire français, il est vraiment débile sur ce point-là dans les grandes écoles, parce que comme tu vois, genre en physique, j'avais pas de soucis. Ça peut montrer un manque de maturité, c'est vrai, mais je pense que c'est beaucoup trop excessif de punir quelqu'un en lui rajoutant un an d'études, qui est un an de coûts supplémentaires de remise en question supplémentaire. Alors que par exemple en Italie, tu vois là je te fais un spoiler, en Italie ça marche pas comme ça. En Italie, et ça je trouve que ce système est bien plus intelligent, où tu peux passer tes examens quand tu veux, où tu veux, enfin non où tu veux peut-être pas, j'abuse un peu, euh, quand tu veux, et que si tu les passes pas, tu peux toujours passer dans l'année suivante et repasser ces examens-là. Ce qui aurait été complètement adapté à ma situation, parce que dans mon cas, moi je faisais à cette époque-là, donc je faisais la licence de maths, mais je faisais aussi du parcours, je m'étais inscrit au parcours, je m'étais inscrit aussi, je voulais un peu me découvrir, je voulais un peu découvrir. Tu vois, j'ai toujours été au niveau des relations amoureuses, j'étais très tardif. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, je commence à découvrir les filles, tout ça. Et je pars à droite à gauche, donc normal. franchement, c'était pas le moment de. Voilà, j'étais. Franchement, il n'y avait aucune raison que je redouble. Je pouvais tout à fait passer et repasser ces examens, il n'y avait aucun souci. Mais ça m'a juste fait perdre un an. Et le système italien, pour ça, il a très bien compris les choses. Et aussi, je travaillais à côté. Je faisais un taf, je faisais animateur. Ok, Animateur en colo. Ce qui fait qu'en fait, je cumulais plusieurs trucs. Et voilà, tu sais, c'est un petit mail de rattrapage qui passe et je l'ai pas vu. Ça m'est arrivé 2 fois. J'ai fait le rattrapage et j'ai redoublé. Bref. ça pique. Au-delà de ça, Ouais. euh, ouais, bah ça pique. Et ouais, je pense que le système français devrait se remettre en question, adopter le système italien sur ce point-là.
Je parle pas de la prépa est une très bonne, je pense une très bonne optique, mais le système scolaire après, il est peut-être un peu obsolète. Ok. Et il prend pas assez en compte le fait que c'est des coûts supplémentaires et que c'est surtout une année de remise en question supplémentaire et une année de, de- d'actifs en moins pour l'État. Globalement, l'État a tout à y perdre en fait aussi, parce que c'était un actif en moins pour un an. Mm. Bref. Mm. Et aussi Ok. le fait que si on avait un système italien, on pourrait travailler bien plus facilement en parallèle. Et ça, c'est un autre point que j'aimerais souligner. Ok, c'est super cool là, la partie Polito, là, l'Italie. Et c'est vrai que moi aussi, qui est passé par là-bas en Erasmus, j'ai vu comment se passaient les rattrapages et tout. C'était un vrai bordel. Dédicace à tous les Erasmus qui étaient avec moi et les étudiants en double diplôme qui se reconnaîtront. Mais on parlera de ça par la suite. Ce que je te propose, c'est qu'on aborde un peu plus la partie, bah, du coup, voilà, là, tu avais perdu un an, mais tu as aussi choisi de faire une césure. Tu m'avais parlé, et c'était là qu'on s'est rencontrés, c'est là où on avait beaucoup discuté, de ta césure en Asie. Bon, la césure, voilà, à Centrale, c'est le classique. C'est le schéma classique. Tu fais pas une césure, t'es bizarre, quoi. Alors que dans les autres écoles, si tu regardes mon école d'ingé, les gens, la césure, c'est pas qu'on va pas t'encourager à la faire, mais moins. Voilà, ça va dépendre des écoles, etc., etc. Je veux bien que tu nous donnes ton avis en tant que centralien et que tu nous racontes un peu ça et en quoi ça t'a aidé à te trouver. Ok. Alors, la césure, en fait, c'est peut-être un abus de langage. Parce que comme j'ai expliqué avant, il est redoublé. En fait, redoubler, ça veut dire quoi? En grande école, ça veut dire que tu fais une césure renforcée. En gros, c'est ça. T'as pas cours, parce que moi j'avais juste 2 matières à faire. T'es tout en ligne. J'avais clairement pas cours, et j'avais juste à faire le rattrapage. J'avais même pas besoin de suivre le cours. Donc c'était débile, hein. Donc voilà, j'ai eu un forcé. Et ça se passe comment? Ça se passe en 6 mois. Puis ensuite, t'as re 6 mois de cours, puis ensuite t'as re 6 mois de trou. Donc moi, les premiers 6 mois, quand on me dit que bah, du coup, je peux pas continuer mes cours, pris sur le vif, je sais pas quoi faire, j'ai pas de stage, j'ai pas de plan en tête globalement. Moi je pensais vraiment faire ma deuxième année tranquillement. Donc là c'était putain encore un coup de marteau sur la tête. Ça va, il y avait plus dur après, hein, il y a plus dur dans la vie, je m'en doute. Mais du coup ce que je fais c'est que bref je m'inscris à la fin en master au lieu d'être incité à trouver un stage. Tu vois, chose que j'aurais. Ça c'était un manque de maturité de ma part. Au lieu de. Je me dis bah j'ai fait une licence de maths. Pourquoi pas utiliser cette licence de maths pour direct faire mon master. Comme ça, en fait, il y avait un peu de l'intelligence là-dedans. En gros, j'ai commencé avec un master à Lille, mais j'ai trouvé que Lille, c'était. Enfin, la fac de Lille, j'étais vraiment en décalage par rapport au cours. Enfin, c'était pas du tout le même niveau, quoi, que ce que je faisais. Donc après, j'ai quand même bien négocié. J'ai réussi à faire un master à Centrale. J'ai réussi à rentrer en master à Centrale après la première année de Centrale. J'ai eu une dérogation un peu spéciale parce que j'avais fait ma licence de maths où j'avais été dans les 3 premiers. Et ils m'ont dit OK. Et du coup, en fait, si ce master-là s'avérait être intéressant, c'était un master en data science. Et bah je pouvais en fait rattraper l'année perdue parce que je faisais ce master de Centrale Lille. Et tu vois en gros tu peux faire quand tu fais un master à Centrale, tu fais 4 ans. Tu vois. En fait Ok. je peux tout à fait faire ma première année de master, faire après ma deuxième année de Centrale, troisième année de Centrale et ma dernière année de master. En gros ça pouvait se passer comme ça. Ok. Pardon. Ouais. Ma deuxième année de Centrale et puis ensuite ma deuxième année de master, pardon. Donc ça c'était censé se passer comme ça et du coup j'aurais pas perdu d'année. C'était un peu le plan que je m'étais dit. Master en data science, ça colle avec la licence de maths et donc en fait j'étais rentré par la licence de maths en master en data science pour ensuite rattraper Centrale par la suite et puis continuer la dernière année. Bref, c'était un peu le but pour essayer d'équilibrer les choses. Ok. Je le fais le master, de... ça me saoule. Ça me saoule, c'est pas, je sens que c'est pas ce que je veux faire, c'est que l'analyse de graphes, il y a pas mal il y a des maths et tout, c'est intéressant mais je sens que, je sais pas, il manque du concret, il manque du concret, c'est ça, il manque du concret. J'ai plus de physique, il y a plus de physique alors qu'en sciences d'ingénieur, en physique j'étais vraiment très bon et il y en a plus du tout. Il y a, il y a des maths, mais en vrai les maths tu les vois qu'en théorie et après c'est plus trop le principe. Et donc je finis ce master, je fais le premier semestre, je finis donc en janvier c'est ça. Enfin fin décembre en gros, ça se finit fin décembre et je commence un stage de 2 mois, janvier-février en data science. Data science où je trouve une boîte data science. Je fais 2 mois parce qu'à Centrale, tu dois faire 9 mois de stage minimum. Et en gros, sur les 9 mois, tu as 2 mois de stage que tu dois trouver sur ton temps libre, donc c'est-à-dire sur tes vacances, tout ça.
Donc soit tu fais un mois de stage chaque année au milieu des vacances, soit pendant la césure, clairement compenses bien sûr par des stages. Et donc moi je me suis dit bah voilà, là je peux faire mes 2 mois de stage, comme ça je fais mes 2 mois de stage dès maintenant et qui se sera fait, et puis en data science ça passe. Donc en gros je fais une sorte de projet de thèse en stage pendant 2 mois. Ils aiment bien, la boîte aime bien, tu vois. Ils me retiennent, ils m'ont contact. Franchement ils ont bien aimé, et puis je fais après ma 2e année de centrale. En fait je fais je fais les 6 mois de 2e année. Ensuite pour faire ça, en gros je fais le semestre 1 de master. Après en février je commence mon semestre 2 de 2e année. Ensuite l'année d'après, donc en septembre, je commence le semestre 1 de 2e année. Et donc pendant ce semestre 1 de 2e année, j'ai réussi à me faire embaucher par cette même boîte. Là j'ai fait du web développement, du web design, 6-7 mois voire plus. Et j'avais refait un stage en juillet aussi chez cette boîte d'ailleurs, pour préparer tout le travail. Et donc pendant cette période là j'ai pu mettre de l'argent de côté. J'ai mis plein d'argent de côté. J'ai pas payé plus des milliers d'euros. Et voilà, j'ai pu mettre de côté. Et ensuite, donc là on arrive au point fatidique. Là je me suis dit bah là j'ai de l'argent de côté, j'ai eu du temps pour préparer pendant ce semestre de 2e année. J'ai préparé tout un truc avec ma copine, j'ai décidé, je me suis dit et surtout en fait en ayant travaillé dans cette boîte de web, je me suis dit putain mais c'est pas ça la vie, c'est pas possible. Je veux dire moi j'ai fait des maths, de la physique, j'ai fait des trucs hyper théoriques, puis je me retrouve à faire du web design. Je critique pas du tout la boîte et tout, le travail était ce qu'il était, tu vois, mais je trouvais qu'en fait globalement si je me bougeais pas, j'allais certainement finir dans un travail comme ça. Même si ça c'était pas ma boîte définitive, j'allais très certainement finir comme ça. Et je me suis dit mais la vie ça peut pas être ça, peut pas être passer ton temps à un ordi à faire à coder des lignes, 9h, faire 17h. des petits carrés sur. Ouais. Ouais. Voilà, je faisais du 9h. Ouais, bah non, mais j'avais les études en parallèle, donc je faisais les deux. Ouais. C'était un mi-temps. Je travaillais le week-end aussi. Ok. Ouais, je me dis, il faut que je trouve, il manque une composante. Il manque une composante dans mon cerveau. Il y a quelque chose que je comprends pas. Et donc je dis à mon ex, vas-y, moi j'ai mis 4000 euros de côté là. J'avais mis 8000 euros, j'ai mis 4000 euros pour une moto et j'ai mis 4000 euros pour le voyage. Je dis, bah vas-y, viens, on part. On part. Là, parce que du coup, j'avais re 6 mois de libre de février jusqu'à juillet 2023 que j'avais fait du coup l'année d'avant. Et je lui dis viens on part et je veux voir le monde parce qu'il y a un truc que je comprends pas, il y a quelque chose que je comprends pas, je pense qu'il manque une dimension sociale à mon taf. Ok. Globalement, même dans la société dans laquelle le monde du travail qu'on nous propose, je trouve que le social n'est pas assez présent. C'était un peu l'intuition que j'avais, je me suis dit vas-y je pars. Ok. Je pars avec ma copine en Asie. Je pars en Asie, donc là l'introduction faite, je pars au Vietnam avec elle et en fait je me dis globalement dans ma tête j'avais fait tout un voyage, j'avais quand même déjà à peu près tout préparé, tout planifié sur 3 mois globalement, mais je m'étais dit que j'allais partir 5 mois et que j'allais voir comment vont les choses après parce que ma copine elle allait pas rester avec moi tout le temps, elle avait pas le budget pour ça, donc j'avais déjà fait tout le début. Ok. Mais le but c'était d'aller en Vietnam, acheter des motos, petite moto, j'avais regardé un peu où est-ce qu'on pouvait, quels étaient les prix, tout ça, je m'étais renseigné sur plein de trucs, j'ai vraiment préparé proprement le voyage, bien planifié. Et on s'achète, le but c'est de s'acheter 2 motos à 300 euros chacune et de faire tout le Vietnam, tout le Cambodge, tout le Laos avec ces motos, de les réparer quand il arrive des problèmes, de savoir bien planifier son trajet quand il y a des météo le permet, là où il y aurait des aléas. Et de visiter un peu, de rencontrer du monde, de voir comment les gens fonctionnent, comment les gens pensent. Un travail social un peu comme Tocqueville en fait, je sais pas si tu vois, j'ai un peu ça finalement, j'ai un peu essayé de comparer par rapport au mode de vie français, Ouais. mais au-delà du mode de vie, du style, je te parle pas du style baguette, croissant, je te parle pas des traditions, je te parle vraiment du mode de vie. Ok. Pas ça en tête au début, hein, mais je veux dire ça m'est venu au Vietnam, je me suis dit putain mais en fait j'ai loupé une case quoi. Et donc quand je suis arrivé au Vietnam, je vais te dire pourquoi j'ai loupé une case. Premier point, plutôt que ça se passe plutôt bien et que bon, bien sûr impressionnant, nouvelle culture, nouveau monde, nouvelle température. Moi je suis avec ma copine, je suis hyper heureux, putain, c'est la première fois de ma vie. T'as tout. Le roi. C'est un truc de fou, mais surtout, truc de fou, encore plus impressionnant, c'est que globalement mon plan se passe bien. Ça c'est quelque chose que j'avais pas spécialement
anticiper. Enfin, le but c'était d'anticiper, tu vois. Mais c'était peut-être quelque chose, à part en prépa, ça s'était passé aussi. Mon plan se passait bien en prépa. Mais c'est vrai que qu'est-ce que c'est satisfaisant? Ça peut vraiment être satisfaisant de voir que ton plan se passe comme tu l'avais prévu. Ouais. Et en effet, je trouve bien, je parle aux gens, je trouve bien un endroit pour m'acheter une moto, je les achète bien à 300 € chacune. Et globalement, il n'y a pas trop de soucis sur les motos, je les vérifie. Première moto, ils voulaient me vendre une moto un peu défectueuse, j'entends le bruit, je lui dis non, elle est défectueuse, tac, je peux négocier, et je trouve les bonnes motos et on part. Et donc on part, et finalement, parce que je te la fais courte là, c'est la version courte, Mhm. on fait le Vietnam, le Cambodge avec la moto, tout ça, et ça se passe, bien sûr il y a des encontres, bien sûr il y a des soucis, notamment quand on va dans la jungle au Cambodge, notamment dans les montagnes au Vietnam, on se prend une tempête fou. Mais à chaque fois qu'on a eu des soucis, en fait on a adopté une nouvelle méthode, on l'a modifiée, pour que si jamais ce souci advienne encore, on puisse avoir du coup une attitude qui soit adaptée et diminuer les risques, diminuer les prises de risque. Donc c'est vraiment du renforcement de learning en fait, si je peux faire la comparaison. Et en en ayant cette aptitude que tout le monde a, hein, ça a permis de finir sans trop d'encontres, sans trop de dépenses, sans dépenses superflues, arnaquer. Et ouais, c'était globalement, pour dire la fin du mot, c'était le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Parce que ça m'a Ouais. rendu compte de pas mal de choses, ça m'a permis de prendre conscience de pas mal de points qui après ont déterminé mes choix par la suite. Et voilà, au Cambodge, elle est rentrée chez elle. Moi j'ai fait de Laos, et ensuite j'ai vendu la moto au Laos, et j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait l'Inde, et après j'ai repris une moto au Népal, et j'ai fait tout le Népal, et après je suis rentré. Et globalement, j'ai ouais, j'ai grandi, j'ai pris en maturité. Ok. Une vraie leçon de vie, hein. Ouais, ouais, non, une vraie leçon de vie. Et franchement, je pense que ouais, tous les étudiants, comme tu le dis, hein, il y a forcément à y gagner. Il y a forcément à y gagner à aller à l'étranger. Euh, Là, on va essayer d'enchaîner sur la partie Italie. Mais si il y a une chose que tu as retenue, toi, dans cette expérience pendant ta césure en Asie, ça serait quoi pour les étudiants, pour les encourager à aller s'aventurer hors de leur zone de confort, on va dire. Ok. Déjà, juste un préliminaire, il faut bien faire la distinction entre le voyage et vivre à l'étranger. Parce que c'est pas du tout la même chose. Là, je vais en Italie depuis 1 an et demi, j'ai pas du tout la même vie que le voyage que j'ai fait en Asie, ça n'a rien à voir. Même, et j'aurais pu vivre au Vietnam et voyager au Vietnam. C'est deux distinctions, c'est deux faits distincts, et ça t'apprendra des choses différentes. Euh, que j'ai appris durant mon voyage en Asie, principal, principal motif, c'est surtout, et ben après c'est personnel, c'est que j'avais tendance à être plutôt, je pensais être social, mais je me suis rendu compte que j'étais pas du tout. Je me suis rendu compte que, en fait, je connaissais rien de la sociabilité, et je connaissais rien du, de la manière dont on doit créer ses opportunités. Ok, Comment créer ses opportunités, c'est ça. C'est saisir l'opportunité qui m'a. C'est c'est- c'est vraiment ce concept-là que j'ai appris en Asie. Parce que, bon, évidemment, quand tu es tout seul en Inde, que t'as tout le monde qui te parle, mais qu'ils veulent tous te soutirer de l'argent, c'est un peu ce qui se passe en Inde, hein. Ou que tu es tout seul, de toute façon, faut faire gaffe au quartier où tu passes, même. Ouais, t'as de la boue, t'as une pète, tombe plein de sur la choses. tête, et tu dois trouver un logement. C'est hyper compliqué de trouver des logements parfois là-bas. T'es obligé d'aller au contact des gens. T'es obligé d'aller leur parler. Donc en fait, tu peux pas louper cette optique-là. Ouais, c'est ça, cette notion-là, qui est de te forcer à sortir de ta zone de confort et à créer des opportunités pour pouvoir atteindre ton objectif. Ok, C'est ok. vraiment ce fait de saisir une opportunité de sociabiliser avec les gens, de parler de sorte à avoir des informations qui te permettraient après d'atteindre tes objectifs. Que j'ai appris, c'est peut-être la grosse composante que j'ai apprise. Après, j'en ai appris d'autres, comme par exemple au Vietnam, notamment le mode de pensée est complètement différent de la France, où tu vois, en France, on est vraiment sur les diplômes. C'est fou à quel point les diplômes peuvent compter pour être embauché. Ouais. Fou à quel point aussi on compte seulement sur un taf. Globalement, un autre taf, ça peut être un autre, tu peux en cumuler deux, mais on est vraiment dans une optique très formelle, je pense, dans un mode de pensée très formalisé, tu vois. Au C'est Vietnam, c'est ça. pas comme ça. Tout le monde, tu peux très bien continuer à vendre des bricoles. Le soir, ta porte elle est ouverte, des gens ils passent, t'achètent, bam. Et donc en fait, au Vietnam, ils trouvent du commerce et de l'argent partout. Mm. Et c'est fou de se dire que
et c'est un peu partout dans tous ces pays en Asie, où t'as tellement plein de manières de faire un business, de faire un. Bon, alors je pense que t'as plein de contraintes aussi en France qui te permettent pas d'être comme ça. Forcément. Mais Ouais. Mm, mm. oui, c'est ça. Oui, il faut être réaliste, hein. Mais en tout cas, comme t'as ces contraintes, la mode de pensée est pas présente aussi. Et c'est vrai que ce système de marchand ambulant, et je trouve un mode de pensée qui est finalement. Il y a du bon à prendre là-dedans. Parce que ça te force à créer un peu à créer une activité, tu vois. euh, De Sans pour toi-même, autant te mettre des déjà. barrières sur le fait que tu dois. Ouais. Ouais, Mm, sans mm. pour autant le fait de mettre des barrières sur le fait que tu dois avoir un diplôme, que tu dois avoir un taf, un CDI. Non. Quand tu vas au Vietnam, en fait, si ça marche pas, tu changes, tac, t'as plein d'idées, tu peux trouver plein Ça, d'idées de vente, de manière à garder de l'argent. Alors oui, je pense pas que le but dans ta vie, ce soit de gagner de l'argent en gardant des places de parking et quand un mec arrive, tu prends l'argent, c'est bien sûr. Mais je veux dire que le principe de trouver de l'argent un peu, enfin de trouver un business un peu partout, ouais, le mindset. parce que j'avais pas trop Mm, capté en France. mm, mm. Ouais, c'est quelque chose que j'avais pas capté en France parce qu'en France on te dit tu as ton diplôme, tu rentres dans ton taf, et puis tu suis le train quoi. Oui, en fait, c'est vraiment ça, hein. Si je le résume si je résume là ce que tu as dit, c'est vraiment en France, voilà quoi. Si tu suis pas les autres, si tu fais pas comme tout le monde, on va te regarder un petit peu bizarrement. Alors que ce soit en bien ou en mal, hein, Ouais. bon, mais on va commencer à te regarder. Alors que d'autres pays, comme quand je vois des étudiants qui sont allés au Canada ou des trucs comme ça, comme toi en Asie, bah, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. C'est faire comme les autres, tout le temps comme les autres, qui est bizarre et qu'il faut plutôt savoir se débrouiller. Non, franchement, merci Anthony sur ce petit passage. Et je pense qu'on va enchaîner du coup. Est-ce que tu as réussi à te réconcilier du coup avec Central à ton retour? Je sais pas trop, vu qu'après t'es parti au final pas en Erasmus mais en double diplôme. Qu'est-ce qui a fait ce choix-là là, du double diplôme après la césure et le master à Central? Alors le choix du double diplôme, ça s'est fait comme je t'ai dit parce que quand j'ai fait mon master de data science, enfin c'était ce petit semestre de data science, je me suis dit que c'était pas ce que je voulais faire. Globalement, en fait, avec Central, t'allais très probablement finir dans quelque chose d'informatique, mais probablement la data science. En fait, la plupart des gens finissent là-dedans. Après, c'est pas forcément vrai ce que je dis parce que j'étais pas assez bien renseigné. T'as d'autres parcours, bien sûr. Mais voilà, moi je m'étais dit, il me faut une formation complémentaire en mécanique et en physique parce que je sens que j'ai pas le niveau et que globalement je pense que je veux travailler dans ce domaine-là. Du coup, voilà, j'ai postulé. Et aussi, je voulais voir l'Italie. Je voulais voir l'Italie et puis Polytechnique Turin, c'est une école qui est quand même d'une grosse renommée. Vrai. Et j'avais regardé les cours, je m'étais renseigné, c'était proche de Paris, donc ça me permettait quand même de ramener, d'avoir ma moto avec moi, d'avoir mon vélo, de faire un peu de ramener un peu tous euh, mes équipements dont j'aurais l'utilité. En même temps, voilà, je voulais apprendre une nouvelle langue, je voulais voir une nouvelle culture. Euh, mais il faut bien comprendre que ce choix-là, je l'ai fait avant de partir en Asie. Ok? Et ça, Ok. c'est un peu important à saisir parce que en allant en Asie, j'ai compris très rapidement. Parce que là, j'étais encore dans une optique de je veux continuer les études parce que voilà, on voyait, il y avait aussi ce point-là. Donc, tu as plusieurs points. Je voulais vivre dans un autre pays, pas apprendre une autre langue. Le fait que Polytechnique Turin, c'était quand même de grosse renommée. Le fait que je me sentais pas prêt. Je me sentais pas prêt en maths physique pour un taf dans ce domaine-là. Et donc je voulais avoir une formation complémentaire de 1 an, c'est un an en plus, soit tu rajoutes un an. Et le dernier point surtout, c'était que les mecs qui font des doubles diplômes à Centrale, ils sont vus comme c'est le top 20%, c'est le top 20, tu vois. Ok. Euh, Bref, je peux pas cacher qu'à Centrale, j'avais des très bonnes notes. Au-delà du fait d'avoir redoublé, j'avais quand même des très bonnes notes et que j'avais clairement un dossier pour partir. Donc j'avais essayé les États-Unis, essayé donc aux États-Unis, t'avais Georgia Tech. D'accord. Et en Italie, j'avais Polytechnique Turin. Et bon, Georgia Tech, j'ai vu qu'en fait, ça allait me coûter beaucoup trop cher. J'avais fait les comptes et tout, et j'allais pas pouvoir suivre le truc. Et que c'était trop loin. Aussi. Et que il y avait une hype autour des facs aux États-Unis, alors que finalement en France, bah, moi je savais, enfin, j'étais probablement sûr que j'allais en tout cas finir ma vie en France et que ça allait pas spécialement me servir de dépenser plus de 30 000 balles pour un diplôme, finalement revenir en France, gagner en fait 30 000 euros, enfin ou peut-être allez 40 000 en un an, tu vois. Ça avait pas de sens. Donc j'ai choisi Polytechnique Turin qui était pas cher du tout, enfin qui était le prix qui clique quoi, pour en tout Mm. cas quand t'es à Polytechnique Turin, quand t'es à Centrale. Et, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait le choix, mais en ayant voyagé en Asie après, j'ai très vite compris
que j'ai fait un mauvais choix et que plus vite je me mettais dans le monde du travail, plus vite j'allais être heureux. Parce qu'en gros j'avais compris que si j'avais du mal à choisir ce que je voulais faire, c'était avant tout parce que je faisais pas de ces stages, parce que j'étais trop dans le théorique et qu'en me rajoutant cette composante de double diplôme, parce que j'avais vu que le double diplôme c'était les meilleurs élèves, etc., sans avoir compris finalement la finalité de ce choix, j'ai fait une grosse erreur. C'est que j'avais encore fait cette erreur-là, j'avais déjà fait en prépa, j'avais pas j'avais pas compris la finalité, pourquoi je faisais ce Ouais, choix-là. J'avais pris ce choix-là, ok. j'ai saisi ce choix-là parce que sur le vif, parce que voilà, j'ai fait un master en data science, ça m'a pas plu, je me suis dit putain, il me faut des maths de la physique, ok, les meilleurs ils vont en double diplôme, ok, j'y vais, bam. Mais je n'ai pas essayé de comprendre vraiment euh, la finalité de ce choix. Et ça, Ouais. c'est aussi une autre composante que j'ai appris en voyage, que j'ai oublié de la préciser, au lieu de créer des opportunités, mais c'est lié, parce que c'est vraiment lié, comprendre la finalité de tes choix, d'avoir un esprit structuré, d'être pragmatique et d'essayer d'anticiper, voilà, l'anticipation. Ok. Des fois, tu voyages en solo comme ça, notamment avec une moto, tu dois faire des trajets comme ça. Si tu veux vraiment diminuer tes risques et pas crever au milieu de la route, pas crever au milieu d'une tempête, mieux vaut anticiper. Et ça m'avait forcé à l'être, anticipateur, pragmatique. Donc en rentrant, bah, je suis arrivé en juillet, je suis rentré et bon, j'ai été prêt à payer Turin, tu vois, évidemment. Mais je me suis dit, putain, merde, pourquoi j'ai fait ça? Voilà. Ouais. C'était Là, important pour payer Turin. ton histoire, elle fait totalement sens et ça montre que c'est pas parce que on est à Centrale qu'on va plus faire d'erreurs ou je sais pas quoi, on a fait la prépa, ça y est, on est formé, on va plus faire d'erreurs. Ça veut rien dire, on peut toujours faire des erreurs, surtout quand on est étudiant, c'est le moment de faire des erreurs, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Tu vois que au final ça se répercute, mais moi, je pense que voilà, quand tu es étudiant, c'est le meilleur moment pour faire ses erreurs, pour ensuite apprendre vraiment dans la vie pro, enfin après les études, quoi, ce qu'il faut pas faire. Donc vous vous en foutez clairement de comment on vous juge. N'ayez pas honte, n'ayez pas honte. C'est pareil, la même chose. C'est au contraire, c'est ce qui va vous aider. Et même s'il y a des gens qui essayent de vous pointer du doigt, de vous faire honte, eh ben, ça va encore plus vous aider à vous rappeler des erreurs que vous avez faites pour ensuite ne plus les refaire. Après, c'est mon opinion. Merci, merci Anthony pour ce passage-là avec tes différents diplômes et pour aussi la petite anecdote par rapport aux États-Unis et l'Asie. Ça, je le savais pas. J'aimerais bien qu'on termine avec un petit peu ta partie là concernant la thèse. Donc là, la thèse de master, là actuellement, donc tu es à Turin, tu m'as dit. Donc tu as fait le choix de faire cette thèse Turin. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le mode? Parce que, bon, tu le sais comme moi, hein, en France, école d'ingé, avant ils appelaient ça PFE, projet de fin d'études, stage de fin d'études. Là, c'est le modèle italien, c'est plutôt la thèse en mode thèse de recherche, tu vois, c'est leur modèle, Ouais. je trouve qu'il était un peu différent. Euh, Là, tu viens de commencer à chaud, qu'est-ce que tu peux nous dire et est-ce que tu l'as choisi ta thèse ou est-ce que tu as voilà, c'est quoi ta visu sur le long terme là? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Alors pour simple, donc comme je t'ai dit, je suis arrivé pour poser des tueurs, je suis arrivé dans une optique un peu défaitiste. Je me suis dit bah j'ai fait le mauvais choix, j'aurais aimé finir plus tôt, ça fait déjà 3 ans que je suis à Centrale, je voulais finir. Donc forcément j'avais dans cette optique de finir le master le plus tôt possible. Bien sûr je savais que c'était impossible parce que c'est 2 ans et c'est 2 ans. Bref, quand je suis rentré à Polytechnique Turin c'est une école que j'ai adorée. Enfin, franchement, je trouve que les cours sont très bons. Et moi, la vie en Italie, les Italiens, je peux pas dire qu'ils sont chaleureux, ce serait faux, ce serait de mentir de dire ça, mais que globalement, c'était le. En tout cas, peut-être tu sens qu'il y a un budget et tu sens qu'elle est mieux qu'à Centrale. Elle est mieux dans sa Centrale Lyon, Centrale Nice. Je pense que c'est le courant du niveau de Saclay. Au niveau je veux dire, du cadre. C'est hyper numérisé, c'est hyper digital, c'est hyper moderne. C'est immense, t'as plus de 30 000 élèves. Le nombre d'élèves que t'as à Saclay pour faire la comparaison. Au niveau des infrastructures, c'est superbe comme école. Je sais pas ce que tu en penses, tu diras après. Mais voilà, je trouvais que cette école était très moderne. Et surtout, au niveau des examens, tout ça, j'ai compris que tu pouvais en fait les faire en avance. Donc tu pouvais faire l'année d'après en avance.
Si tu voulais, comme ça tu finissais plutôt le master, chose que pas beaucoup de gens font, mais c'était une super opportunité parce que je pouvais faire des stages et je pouvais faire des examens en avance pendant mes études. Donc en fait je gagnais du temps, je pouvais gagner du temps comme ça. Et donc ce qui s'est passé c'est que ma thèse, ouais, je l'ai faite pendant mon premier, enfin je l'ai fait pendant mon premier semestre de deuxième année, plutôt de la faire en deuxième semestre de deuxième année, ce qui est le cas habituel. Moi je la fais pendant mes cours en fait, je la fais pendant mes cours et l'an dernier j'ai passé des examens en avance pour éviter d'avoir trop d'examens cette année aujourd'hui. Là je peux cumuler les deux. Donc ta question c'était est-ce que j'ai choisi ma thèse? Bah oui et non, parce qu'il me fallait une thèse qui rentrait, qui acceptait mes clauses, qui était de faire un mi-temps. Et faire un mi-temps, parce que j'avais encore des cours. Et en gros faut bien comprendre que soit tu fais une thèse hyper scientifique avec des profs, fac, et dans ce cas là les profs n'acceptent un thésard que, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un thésard, mais ça vraiment une thèse pour le coup, c'est plus qu'un projet de fin d'études. Peut accepter donc un élève en thèse uniquement s'il a validé tous ses examens. Donc moi c'était pas possible. Fait avec une entreprise, dans ce cas là tu peux négocier. Si tu as un bon CV, moi j'avais déjà fait des stages en data science, j'avais déjà travaillé à peu près 1 an avec en web design. Donc j'avais quand même d'expérience, je me suis super bien vendu et je parlais italien aussi. Donc je me suis vendu. Après enfin j'ai mis du toi pour être pris. Et après j'ai compris qu'en fait c'était un peu pipeau parce que de toute façon ils te payent pas. Donc en fait tout le monde est pris. Bref, je dis ça maintenant, je spoiler. En gros, ils te payent pas en thèse. C'est un peu, et il y a aucune boîte qui va te payer. C'est un peu le but de la thèse, c'est un peu le cheat code pour les entreprises, c'est d'embaucher des étudiants pour un taf. Donc la thèse en entreprise, c'est pas comme avec un prof. Ça va être souvent, parce que toi t'avais dit que c'était orienté recherche, mais en fait dans ce cas-là, c'est pas recherche, c'est souvent un travail très applicatif où tu dois juste faire un travail de boîte, mais pas payé. Voilà, non rémunéré. En gros, c'est ça. Après, t'as l'option, et c'est vivement conseillé, parce que comme tu vas présenter ta thèse à des profs, avoir tout un travail de recherche là-dessus. C'est quand même orienté un peu recherche, mais le but il est applicatif, il n'est pas dans la recherche. Le but il est que ta solution soit commercialisée après. Donc il y a tout un équilibre à trouver, tu vois, donc avec de la recherche, avec de l'utilisation de tes connaissances que tu as acquises au fur et à mesure de tes années, tout en conciliant avec un objectif de vente et de commercialisation de la solution. Donc il ne faut pas que ce soit trop complexe parce que normalement dans le monde du travail tu fais pas des solutions qui sont aussi théoriques. Tu Ouais. pourrais utiliser toute la théorie que tu as apprise avant. Bref. Moi je me suis retrouvé en cybersécurité alors que j'ai fait un master en mécatronique, mais c'était un peu, il y avait 2 thèses à choisir et j'ai vu que cybersécurité, tu avais de l'IoT, donc Internet of Things, qui me plaisait, chose qui me plaisait. Et en fait c'était orienté, le sujet c'était marqué mécatronique ou informatique, du coup je me suis pas trop posé de questions, je me suis dit cybersécu. En fait j'ai pris une thèse, là ça colle pas vraiment avec mes valeurs, mais en gros j'ai pris une thèse qui collait parfaitement avec mon CV, parce que je voulais maximiser mes chances d'être pris, étant donné que j'avais déjà la contrainte le faire pendant ce premier semestre, parce que je voulais la finir le plus vite possible. Donc je peux pas me permettre de faire des choix, de prendre une thèse sur un sujet hyper physique, hyper mathématique. Je devais absolument trouver une thèse qui était déjà en conciliation avec ce que j'avais fait qui était de l'informatique. Donc j'ai été pris, ma thèse à cybersécu, et finalement donc ça m'a un peu embêté parce que je me suis dit voilà, je reviens finalement au point de départ où quand j'avais fait mon master en data science. Je m'étais dit putain, je peux pas finir derrière un ordi toute ma vie, et finalement bah, je fais de la cyber. Finalement, après entre temps je suis parti en Amérique latine pendant 2 mois. Entre la fin de la première année et le début de la deuxième, 2 mois je suis parti avec mon pote en duo, on a fait tout le Brésil et la Bolivie. Et pendant ce temps-là, j'ai fait un petit travail de thèse, de pré-thèse, et je me suis rendu compte que la cybersécurité c'est un domaine hyper vaste, et tu peux faire, en fait, un mec qui fait de la cybersécurité, soit bien sûr il est très bon en codage Linux, Shell, tout ça, mais si t'es pas bon en maths, si t'es pas bon, t'as même de l'automatisme, t'as beaucoup d'automatisme, si t'es pas bon dans ces sujets-là, tu vas pas faire, tu pourras pas révolutionner le cyber parce qu'il y a beaucoup les maths. T'as beaucoup de maths en fait, parce que tu fais de l'analyse de flux. Ça revient en fait ça revient à la flux un peu. Bon, on peut pas vraiment appeler ça de théorie des flux, mais ça revient à une analyse de flux de internet ou à gérer. Et très vite tu peux te retrouver, donc tu peux amener des sujets qui sont relatifs à la mécatronique, notamment IoT, puisque c'est la communication entre différents serveurs, ports, tout ça. Et ensuite, bien sûr, les mathématiques, parce que moi, dans mon travail, je dois faire ce qu'on appelle la game theory. Donc, je dois créer en fait une sorte de jeu entre des attaquants et des défenseurs,
défendent des victimes, et les attaquants ils testent plusieurs attaques. Les défenseurs au début ils échouent à défendre les victimes, puis au fur et à mesure ils apprennent de l'art, et le but c'est que ce système s'entretient lui-même, et t'as ce qu'on appelle un graphe de Nix. C'est un peu compliqué parce que je suis pas encore à ce niveau là. Le but c'est d'implémenter donc toute la théorie, toute la graph théorie dans ma thèse. Ça s'apparenterait à un équilibre de la théorie des graphes. Ok. La théorie des graphes touche divers sujets en mathématiques. Voilà. Et donc là c'est un sujet qui me plaît beaucoup finalement, parce que la moralité des choses c'est que je voyais la cybersécurité comme un domaine vraiment uniquement orienté shell, codage Linux et connaissance spécifiques, tu vois, de programmes d'attaque, de programmes de défense. Mais finalement, c'est pas forcément vrai. Tu peux tout à fait, et c'est même vivement conseillé d'être bon en mathématiques, bon en maths, et tu as de la théorie des flux et de l'automatisme que tu peux tout à fait incorporer dans ce genre de sujet. C'est un sujet qui est très divers. Ok. Ah, je pense que. Ouais, Ça, c'est ce que je fais sur cette première semestre. ok, tu as trouvé, ouais, finalement, tu as trouvé un petit peu ton compte, mais voilà, hein, on n'a rien sans rien, hein. Faut investir du temps, comme tu as dit, tu as fait un travail préparatoire, c'est ça, faut investir du temps et je pense qu'au final, on finit toujours par trouver notre chemin. Moi, je viens quand même nuancer un petit peu le domaine de la cybersécurité parce que là, c'est vraiment terrible. J'ai beaucoup d'amis qui aimeraient trouver des stages, même du travail en tant que junior dans ce domaine. Et j'ai remarqué que c'était hyper dur en France, surtout quand on n'est pas de nationalité française ou des choses comme ça. Et même quand on est de nationalité française, on m'a fait comprendre que c'était assez compliqué, peu importe l'école qu'on a fait. Et, euh, et ouais, donc là, je pense que tu as apporté un bon point sur la cybersécu pour que les gens qui à part regarder des petites vidéos sur YouTube, dans tous les cas, les gens ils vont pas donner des aspects, tu vois, confidentiels ou rentrer trop dans les détails. Et les offres qui sont postées sur Internet, là, je pense qu'avec la description que tu as faite, ils voient un petit peu la variété du domaine et qu'est-ce qu'ils auraient à y gagner à s'engager là-dedans. Donc là, si je résume un petit peu ton parcours, après ce master, enfin après on va dire cette thèse, tu vas enchaîner encore avec un semestre et tu vas pas revenir à Centrale par contre. Si tu reviens à Centrale, c'est pour récupérer ton diplôme. En gros, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de donner 6 mois de cours, et 6 mois sur ma diplomation. Et ce que je prévois de faire, tu as encore, mais voilà, j'ai fait donc 2 mois de. L'année à Polyco était assez dure parce que je trouvais que j'étais trop vieux pour faire des études et c'était super dur de me concentrer. J'ai eu besoin de faire 2 mois de voyage avec en duo pour essayer de comprendre, de voir où est-ce que j'allais un peu dans ma vie. Je vais pas vraiment t'expliquer pourquoi ça a servi, mais bref, ça a marché. En Bolivie, j'ai compris ce que je voulais. Et ça conciliait plutôt bien en fait, finalement avec mes études, tu vois, à la fin des choses, c'est que malgré le fait que j'ai fait des choix sans trop vraiment avoir de l'anticipation dessus, finalement la réponse que j'ai trouvée conciliait plutôt bien avec ses choix. Et c'est vrai que quand tu y penses, c'est assez logique parce que tu fais quand même des choix qui sont motivés toujours par, au fond de toi, des sujets qui te passionnent. Pendant ce voyage en Bolivie, j'ai compris que je voulais travailler dans les smart cities, notamment un peu dans dans la sécurité, dans la sécurité, et que finalement cette thèse-là conciliait parfaitement avec ce que je voulais faire. Et après, j'aimerais bien faire un autre stage. Donc ce stage-là, il est pas très connu. Il est pas très connu, mais il est possible. C'est un stage grande école qui se passe dans l'armée. Donc c'est le programme PGE. Alors c'est assez sélectif. Donc là, j'ai passé la première phase, mais c'est pas sûr que je passe les autres phases. J'aimerais, hein, bien sûr. Un stage très sélectif qui s'appelle le programme grande école dans l'armée, qui est destiné seulement aux grandes écoles, du coup, à certaines grandes écoles. Il y a une liste. T'as environ 250 appliquants, t'en as 60 qui sont pris. Par simple. Moi j'ai Ok. passé la première phase et là il reste la deuxième. Ce stage-là, il me permettrait d'avoir une expérience terrain et d'être officier réserviste à la fin, enfin en tout cas d'être réserviste, et d'avoir une expérience terrain sur la capacité, enfin sur la gestion, tu vois, sur la sécurité quoi. Globalement sur la gestion du stress, de la stratégie à adopter pour essayer de mettre pour essayer d'atteindre des objectifs
qui sont relatifs donc à tout ce qui est sécurisation d'un domaine Ok. et globalement des sujets qui m'intéresseraient dans le domaine civil par la suite, parce que par la suite, après ce stage-là, j'aimerais bien enfin finir par en entrant dans une boîte donc relatif à soit à la cybersécu, soit globalement dans le domaine de la sécurité, euh, en faisant un contrat, comment on a ça, un contrat d'essai. Ok. Ok. Donc là, je fais mon stage de février à juillet, et puis ensuite, j'aimerais bien finir avant d'être diplômé. Donc, je serai diplômé en octobre. Dans tous les cas, je dois attendre un an. J'aimerais bien finir par soit un contrat d'essai, 3 mois, 2-3 mois, ça pourrait être chez Thales, ça pourrait être dans d'autres boîtes relatifs à ces domaines-là. Finalement, finir dans la Smart City. Et voilà. Normalement, j'ai un peu tout Ok. mon plan en tête là. Hyper intéressant là, hyper intéressant ouais, là ce que tu prévois. J'avais pas trop entendu parler de ça. Je t'aurais bien parlé moi des VIE, mais je sais pas si tu vas avoir le temps de faire ça avant d'avoir ta diplomation ou quoi que ce soit. Et dans tous les cas, je pense que tu peux même faire un VIE et être diplômé pendant ton VIE. Donc si ça t'intéresse, t'es à l'étranger et tout. Franchement, c'est toujours à prendre, ceux qui nous écoutent aussi, les VIE, volontariat international en entreprise, vous pouvez les faire pendant vos études, après vos études, enfin, tant que vous avez moins de 28 ans, je mettrai un lien dans la description. Et voilà, c'est une expérience de 6 mois à 2 ans à l'international. Il y a quasiment tous les domaines, que ce soit de l'ingénierie ou du droit, peu importe. Et je crois que c'est plus de 120 ou ouais, plus de 120 pays dans le monde. Donc il y a beaucoup de choses. Maintenant, faut en obtenir un. Comme tu as dit tout à l'heure, nos choix, ça dépend aussi de ce qui est possible de faire, que ce soit pour les thèses ou quoi que ce soit. Et encore faut-il trouver. Et là, c'est une toute autre stratégie. Merci encore une fois, Anthony, pour ce magnifique partage, Je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Merci à ceux qui ont écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et Anthony, si les étudiants ou nos auditeurs veulent te contacter, est-ce que tu privilégies un réseau par exemple, ou quoi que ce soit, un email, pour te poser des questions, voilà, s'il y en a qui ont besoin d'aide, quoi. Oui, pas de souci, vous pouvez me contacter par LinkedIn, par exemple. Tu pourras passer mon LinkedIn Dans la dans le description. lien. Ok. Ouais, LinkedIn, c'est ouais. Ouais, oui, donc je te remercie surtout d'avoir trouvé des questions pertinentes parce que je pense que, après, je sais pas si tu fais souvent la même question, mais en tout cas, tes questions, je les ai trouvées intéressantes et pertinentes et je pense qu'elles peuvent aider pas mal de monde à se s'orienter. Parce que moi, par exemple, j'ai fait la erreur de pas trop regarder ce genre de vidéos, pas trop me poser ce genre de questions avant. Et à la fin, tu me retrouves avec environ 2 ans, je trouve. Je pense que j'aurais pu gagner 2 ans dans mes études. Faire 7-8 ans, j'aurais pu faire 6 ans tout simplement. Euh, et je pense que c'est très important cet aspect-là parce que ça te permet de. Tu peux, tu- c'est- Il y a beaucoup à apprendre des autres, de l'histoire des autres. Et en fait, finalement, c'est globalement comment ça s'articule la civilisation. On apprend tout le temps des autres. Et à cette échelle-là, tu retrouves cet aspect d'apprentissage par mimétisme. C'est fou parce que il y a des choses que j'avais pas compris. Et peut-être que toi aussi t'as pas compris, c'est pour ça que tu as été invité à faire ce genre de format. Et je te remercie. Et puis voilà, je te soutiens. C'est bien d'avoir des projets et de s'accrocher dessus. Merci Je te dis beaucoup, aussi. Anthony. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt.